Merci de l'avoir écrit, j'ai appris plein de choses. Chers amis, donc je vous invite à vous asseoir. Nous reprenons avec cette troisième et ultime table ronde, toujours avec la même méthodologie. On expose la problématique dans la première partie, et puis on va essayer d'amener la vision scout en deuxième partie. Dans son intervention ce matin, le Chir Bentounès a très bien formulé la problématique du vivre ensemble, dans laquelle nous nous trouvons, je le cite, « Pour vivre et prospérer, la société a besoin d'une vision partagée, d'un dénominateur commun qui l'unit à travers un idéal porteur de sens et de cohésion. Ainsi, chacun peut prendre conscience qu'il est membre d'un même corps et que tout en agissant pour le bien commun, il agit pour son propre bien. » Pour discuter du vivre ensemble, j'accueille Anouar Bibesh, qui est le président du Conseil français du culte musulman, Danielle Merian, qui est présidente de SOS Africaine en danger, Rachid Benzine, politologue, islamologue et sûrement chercheur en herméneutique, puisque vous vous intéressez au cadre interprétatif des textes sacrés, Samuel Grybowski, qui est le fondateur de Coexister, et Jean-Louis Bianco, ancien ministre, ancien parlementaire, président de l'Observatoire de la laïcité. Je vous cite en dernier, Jean-Louis Bianco, parce que je veux vous dire tout notre soutien par rapport à la campagne qui s'est passée cette semaine. Et vous dire que nous partageons la façon dont vous définissez le cadre de la laïcité en France, et nous allons en débattre avec vous. Alors, comme nous avons procédé dans les tables rondes précédentes, on va laisser à chacun la possibilité de se présenter pendant quelques minutes, et puis on va aller vers le jeu des questions-réponses avant de revenir vers la salle. Voilà. Anouar Bibesh, vous êtes président du Conseil français du culte musulman. Ce n'est pas une tâche toujours facile, mais on vous entend prendre la parole dans les médias et on voit que vous tenez le cap. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous sur le vivre ensemble ? Tout d'abord, je tiens à remercier les scouts musulmans de France et à leur tête, Monsieur le Président, pour cette invitation et cette journée qui est riche en débats, riche en contributions et riche en réflexions. Alors, en guise d'introduction, effectivement, par rapport aux enjeux du vivre ensemble et dans la société contemporaine, je voudrais adresser deux messages, on va dire, très ciblés. Bien sûr, il faut rappeler le contexte quand même, comme vous l'avez fait, qui n'est pas facile, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Au niveau national, bien sûr, l'année 2015 a commencé d'une manière tragique par les attentats de Paris et il s'est terminé d'une manière tragique avec les attentats de novembre. Et au niveau international, il y a effectivement toute l'actualité qui se passe en Irak et en Syrie. Et ceci, effectivement, introduit des turbulences, pour ne pas être excessif, sur le vivre ensemble et sur la construction, justement, de ce vivre ensemble entre les différentes composantes de la nation et les différentes composantes de la communauté nationale, parce qu'il n'y a qu'une seule communauté qu'on reconnaît tous, c'est la communauté nationale, et il n'y a pas de communauté musulmane ou de communauté juive, etc. Alors par rapport à ça, donc, j'ai un premier message à l'ensemble de la communauté nationale, à l'ensemble de la société française, et j'ose proposer cette assertion ou cette affirmation, c'est vers un regard positif, serein et lucide sur la place de l'islam en France. Parce qu'effectivement, il y a ce débat sur la place de l'islam et la place des musulmans dans la société française, et moi je prétends qu'à un moment donné, malgré les turbulences, malgré le contexte, il faudrait porter ce regard serein et ce regard lucide. Bien sûr, personne ne nie la prédominance de la tradition judéo-chrétienne en France, ou comme on dit, les racines judéo-chrétiennes de la France. Mais bien sûr, tout le monde reconnaît également que nous sommes dans une république laïque et que le principe de la laïcité fait de la France une république totalement neutre vis-à-vis des religions et indépendante de toute conception théologique. Et bien sûr, cette laïcité, et je parle sous le contrôle du président de l'Observatoire de la laïcité,
Cette laïcité assure à tous les citoyens la liberté de croire ou de ne pas croire, et elle assure également à ceux qui croient, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, la possibilité de vivre leur spiritualité, et donc elle garantit cette liberté. Le deuxième point, par rapport à cette notion de ce regard positif et lucide sur la place de l'islam en France, c'est qu'à un moment donné, il faut finir par reconnaître l'apport de nos concitoyens de confession musulmane à la société française, à notre pays. Et ça, cette contribution positive, elle se confirme dans plusieurs domaines et à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau scientifique, au niveau sportif, au niveau artistique. Donc il faut arriver justement petit à petit, pour consolider ce vivre ensemble, à changer cette vision et cette perception de l'islam et des musulmans en France, et d'arrêter de les voir à travers ce spectre ou ces lunettes du terrorisme ou ces lunettes des attentats. Et donc, ne faudrait-il pas enfin reconnaître l'apport positif de l'islam et des musulmans à la France ? Donc je pense que par rapport à ça, malgré les turbulences, la France, qui est le pays des droits de l'homme, ne peut pas se renier, et plus que jamais, la devise de liberté, d'égalité et de fraternité doit rester la devise de la République. Bien sûr, la liberté de croyance pour tous les citoyens, l'égalité entre tous les citoyens français au-delà de leur origine ou au-delà de leur religion, et la fraternité entre les différentes composantes de la nation et de la communauté nationale, y compris pour sa composante musulmane. Bien sûr, je réaffirme que les musulmans de France n'aspirent qu'à vivre sereinement et paisiblement leur spiritualité, en évitant toute provocation, mais également en refusant toute stigmatisation. Ça, c'est le premier message envers la société française. Le deuxième message, il est vers mes co-religionnaires, donc vers les musulmans de France. Il faut qu'on ait le courage de le dire. C'est qu'à un moment donné, il faut également que nous, en tant que musulmans de France ou en tant que citoyens français de confession musulmane, on sorte de cette posture de la victimisation et qu'on passe peut-être aussi à la remise en question ou à l'autocritique constructive. Parce qu'effectivement, il y a une question qui se pose. Pourquoi en France, qui est un pays qui a une longue tradition d'intégration, d'hospitalité et de tolérance, pourquoi il y a de telles peurs qui s'expriment et tant d'inquiétudes qui s'expriment justement sur la place de l'islam et des musulmans dans notre pays? Et malheureusement, souvent, certains musulmans ont l'habitude ou la facilité de rejeter systématiquement la responsabilité sur l'autre. C'est les autres, c'est les médias, c'est les hommes politiques, c'est l'islamophobie, c'est les retombées de la colonisation, c'est la colonisation sous de nouvelles formes. Mais à un moment donné, il faudra se poser également la question de la propre responsabilité des musulmans de France dans ce qui leur arrive. Donc la réponse doit peut-être venir également des musulmans eux-mêmes. Est-ce qu'ils mettent en cohérence leurs actes et leurs paroles? Est-ce qu'ils sont réellement à la hauteur des valeurs et de l'éthique qu'ils prétendent porter et défendre? Bien sûr, il y a des clichés qui sont colportés par des médias mal intentionnés. Il y a des attaques et des campagnes de calomnie, effectivement, qui visent ou qui partent d'un certain nombre de milieux islamophobes, mais les musulmans ne peuvent rester insensibles aux peurs et aux inquiétudes exprimées dans les débats actuels par certains de leurs concitoyens. Donc ils doivent s'interroger sur l'image qu'ils projettent dans la société à travers leur comportement, à travers la visibilité qu'ils donnent au sein de la société. Et finalement, les musulmans de France ne peuvent se dédouaner de leur propre responsabilité dans ce qui leur arrive. Et je pense que s'il y a ce déclic, il y a peut-être une réflexion qui peut commencer à se nouer et à se développer au sein des musulmans de France pour voir comment ils peuvent orienter ou adapter leur comportement et leur visibilité pour justement s'intégrer d'une manière harmonieuse au sein de la société française. Et par rapport à ça, il y a une vraie réflexion à mener concernant la revivification de la religion et de la pratique religieuse chez les musulmans, et également peut-être cette réforme de la pratique, cette réforme de la pensée musulmane. Bien sûr, le texte sacré, il existe, il émane de Dieu. Pour les musulmans, c'est une croyance fondamentale, c'est la parole de Dieu, le texte est sacré, mais son interprétation reste humaine. Et cette interprétation, elle peut changer dans le temps, elle peut changer dans l'espace, et donc il y a un vrai travail de contextualisation à faire. Il y a le texte, mais il y a le contexte, et donc nous devons mener cette réflexion sur le texte pour pouvoir l'adapter au contexte dans lequel nous vivons
qui est la société française au XXIe siècle. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre de règles qu'il faut absolument, je dirais, ou de réflexions qu'il faut absolument mener d'une manière profonde avec des personnes qualifiés, avec des savants musulmans de France, avec des théologiens, avec des intellectuels, avec des penseurs. Et ce travail de renouveau de la pensée islamique et cette revivification de la pratique musulmane qui tient compte du contexte dans lequel nous évoluons permettra aux musulmans de France peut-être de changer cette perception et de changer cette image et donc de contribuer à la consolidation de ce vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup, Président. Alors, de là où vous êtes, Jean-Louis Bianco, vous observez la laïcité, du moins la manière dont elle est comprise et appliquée. Quelle est cette relation qu'il y a entre la laïcité en France et le vivre ensemble? Merci d'abord de votre invitation. Les Scouts musulmans de France, je suis heureux de participer à cette rencontre et je suis très heureux de ce que j'ai entendu, mais j'y reviendrai à la fin de la table ronde précédente. Il faut sans cesse rappeler quelques évidences, parce qu'on parle souvent par méconnaissance, parfois par mauvaise intention, de manière absurde, inexacte, de ce qu'est la laïcité. Et le président Gbibech l'a rappelé, je veux le faire à nouveau. La laïcité est d'abord une liberté. On parle d'interdire ceci ou cela, il faut qu'il y ait des frontières, il faut qu'il y ait des frontières entre ce qui est permis et pas permis. Mais c'est d'abord une liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de changer de religion, liberté de pratiquer sa religion, la liberté de culte est garantie par la loi de 1905, et liberté de manifester ses convictions, même religieuses, dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'espace public, qui n'est donc pas un espace neutre, un espace aseptisé. Le deuxième point, c'est la séparation des églises, en l'occurrence de l'Église catholique et de l'État, historiquement, qui veut dire que l'État est indépendant de toute prescription religieuse, mais ça veut dire aussi que l'État doit être neutre. Il y a besoin, une exigence de neutralité absolue de l'État, du service public, des agents publics, comme garantie de leur impartialité et comme garantie que chaque citoyenne, chaque citoyen sera traité à égalité, quelles que soient ses convictions et ses croyances. Et puis, et ça nous ramène peut-être de plus près à la réunion d'aujourd'hui, nous avons des différences qui sont, à mon avis, une source de richesse, différences d'origine, différences de culture, différences de conviction, différences de centre d'intérêt, différences politiques, philosophiques, idéologiques. Ces différences sont des richesses à condition qu'elles soient toutes intégrées d'une certaine manière, qu'elles soient toutes rassemblées dans le fait que nous sommes, avant tout, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et pour être vraiment des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs, nous avons besoin de la fraternité. Il y a des choses qui dépendent de la loi, il y a des choses qui dépendent des pouvoirs publics, il y a des choses qui dépendent de nous, de chacune et de chacun d'entre nous, là où il ou elle est, pour manifester concrètement cette fraternité et cette solidarité. C'est d'autant plus important, le président Gbibech y faisait allusion, et ça a été dit aussi tout à l'heure, que la France, mais pas seulement la France, mais nous sommes Français, nous sommes en France, est traversée par des doutes, des inquiétudes, perte de sens, perte des valeurs, perte de référence, affaiblissement des idéologies, méfiance croissante vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit, problèmes objectifs, réels, de discrimination, de ségrégation, d'inégalité, de chômage de masse. Et dans ce contexte-là, naturellement, on se méfie de plus en plus de l'autre, au-delà des questions de religion. On se méfie de celui qui n'est pas comme nous, on se replie sur soi. Il y a des replis identitaires, et pas seulement identitaires religieux. Et face à cela, l'une des réponses majeures, c'est en effet la fraternité. La fraternité, cela veut dire que non seulement nous voulons vivre ensemble, comme nous le permet, comme nous y invite la République, mais que nous voulons faire des choses ensemble. Et j'étais très intéressé tout à l'heure, ça n'est qu'un exemple mais significatif de ce qui a été fait ensemble par des scouts musulmans et des scouts chrétiens allant dans un lieu chrétien faire un appel à la prière musulmane et réciproquement. Dans cette époque de doute, d'inquiétude, de repli sur soi, de crispation croissante, et ça c'est un problème grave, de crispation croissante vis-à-vis de toute visibilité du phénomène religieux, alors qu'encore une fois, elle est possible, elle est permise dans la limite où on ne trouble pas l'ordre public,
dans la limite où on ne porte pas atteinte à la liberté du voisin. Et donc, face à cela, il faut fabriquer du commun. Il faut fabriquer des choses que l'on fait ensemble, partout, dans la ville, dans le quartier, dans le bureau, dans la famille, dans des mouvements d'éducation populaire comme le vôtre. C'est d'autant plus important qu'on voit se dessiner dans les tensions qui traversent la société française, y compris sur le sujet de la laïcité, finalement l'image de deux Frances. Une France de l'intolérance, une France de la stigmatisation, une France du repli sur soi, et une autre France qui traverse les tendances politiques, qui traverse les tendances philosophiques, qui est une France de la fraternité, où nous mettons en acte chaque jour le fait que nous sommes frères et sœurs, citoyennes et citoyens pour la République. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Cette fraternité a besoin de confiance. J'évoquais en début d'après-midi ce philosophe allemand, Simmel, qui dit que la confiance est la suspension du doute irrationnel. Ce doute a besoin d'esprit critique. C'est une des choses dont nous avons parlé par téléphone pour préparer cette table ronde avec Rachid Benzine, et notamment une vision historico-critique parfois de la vie de l'islam, ou tout simplement de ce que l'on imagine être la confrontation entre l'Orient et l'Occident. On vous écoute, Rachid Benzine. Merci pour cette invitation. La question qui nous est posée, c'est sur le vivre ensemble. Il faut partir d'emblée que cette idée de vivre ensemble n'est pas quelque chose de donné, c'est une construction, c'est un projet. Et puis il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas envie de vivre ensemble. Et je crois qu'il faut aujourd'hui l'entendre. Aujourd'hui, la société française est traversée par un certain nombre de crispations. Et on le voit bien sur le rapport à l'autre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre manière de nous vivre les uns et les autres, nous héritons de conflits. Nous héritons de représentations. Et la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de cet héritage-là? Parce que nous n'héritons pas simplement du meilleur, mais nous héritons aussi du pire. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler les Français de confession musulmane, de ceux qui entrent en rupture, ils ont des représentations qui peuvent être issues du texte coranique, de la tradition prophétique ou de la tradition juridique dans le rapport à l'autre. Cela veut dire qu'il y a une nécessité absolument, je dirais, fondamentale de déconstruire les représentations dans la manière dont nous concevons l'autre, puisqu'il suffit de voir, lorsqu'on prend le texte du Coran sur la manière dont le discours coranique parle des Juifs de Médine, pour qu'un jeune qui n'a pas du tout la profondeur historique pense que les Juifs dont ils sont en train de parler dans le Coran, ce sont les Juifs d'à côté ou les chrétiens. Donc nous avons un vrai travail de critique interne. Le deuxième élément, qui est le lieu de la rupture, c'est les discours que nous entendons de la part, là je parle de l'islam et je viens tout après sur la société française, il y en a tout autant. Les dénis, ce que j'appelle les dénis à la fois de la République, puis les dénis des acteurs, de ceux qui parlent au nom de l'islam. Lorsqu'il arrive, je dirais, une catastrophe comme nous avons vécu ces derniers temps, la première réponse c'est « cela n'a rien à voir avec l'islam ». Donc cette manière de procéder pose un problème et nous allons essayer de décortiquer cette réponse. Cela n'a rien à voir avec l'islam. D'un côté, on ne peut pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux autres d'essentialiser l'islam quand nous-mêmes nous l'essentialisons. Parce que dire ce n'est pas l'islam, cela procède aussi à une essentialisation. Donc la question, c'est qu'est-ce que nous entendons par islam? Et c'est là où il faut, je dirais, introduire de l'histoire, parce que l'islam hors sol n'existe pas, l'islam n'existe que situé historiquement, dans une société, dans un paradigme historique, anthropologique, linguistique. Et donc parler d'islam comme ça, cela n'a pas beaucoup de sens. Et on voit bien que cela pose un problème, parce qu'à l'intérieur du monde de l'islam, aujourd'hui, il y a différents types de courants, avec, je dirais, une lutte pour définir ce que nous entendons par l'orthodoxie. Et donc nous avons à la fois le mouvement des frères musulmans, les mouvements salafistes avec toutes les différentes tendances, le mouvement mystique, le mouvement traditionnaliste. Et donc il faut faire place à cette pluralité. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur pour lutter contre le fondamentalisme? Et ça, c'est une vraie question parce que le problème, ce n'est pas la religion dans l'espace public. Le problème, ce sont certaines expressions du religieux dans l'espace public qui prétendent imposer des valeurs au nom d'une religion dite révélée. Voilà le problème auquel il faut absolument pouvoir, je dirais, s'attacher. Donc la question du déni du religieux est quelque chose de fondamental parce que nous avons aujourd'hui une partie de la gauche et parfois une partie de la droite qui pour gérer, je dirais, un certain nombre de problématiques aujourd'hui dans des quartiers, délègue
à des groupes, je dirais, religieux, la gestion d'un certain nombre de quartiers. Et puis nous avons une autre partie de la gauche qui est dans le déni du religieux. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les analyses un peu sociologiques et politiques avec ce qui est en train de nous arriver, il y a toujours l'idée que cela n'a rien à voir avec le religieux. C'est-à-dire que le religieux est toujours renvoyé à autre chose qu'à lui-même. C'est-à-dire que le religieux est renvoyé au social, il est renvoyé au politique, ce qui est vrai, mais le religieux en tant que force autonome, en tant que force, je dirais, politique n'est jamais pris en compte normal. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que la sécularisation de la société, la laïcité et la laïcisation de l'espace public et de l'enseignement nous empêchent de comprendre ce qui est en train d'arriver aux religieux, qui est en train d'imploser. Et donc la question du religieux, elle est complètement omnibulée, elle est complètement cachée pour être prise en charge par autre chose. Et c'est cela, je dirais, l'un des grands problèmes que nous avons, c'est que aujourd'hui, alors tout à l'heure j'ai entendu un texte sacré. Qu'est-ce que c'est qu'un texte sacré? Est-ce que c'est le texte du Coran qui se définit lui-même comme un texte sacré, ou est-ce que ce sont les humains qui le considèrent comme sacré? C'est très important, ce processus de sacralisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons sur ce processus de... Est-ce qu'un texte saint, c'est la même chose qu'un texte sacré? Parce que qui dit sacré, et là je vous renvoie à tous les travaux de Mohamed Harkoun, sur cette articulation entre le sacré, la vérité et la violence. Ce sont des éléments qui sont très importants pour savoir de quoi nous sommes en train de parler lorsque nous convoquons je dirais, le sacré. Et aujourd'hui, la laïcité elle-même est en crise. Pourquoi? Parce que la laïcité, elle est aussi liée à un compromis et à un équilibre entre le théologique et le politique. D'un côté, nous avons une crise du théologique, avec cette implosion des instances de l'autorité où on ne sait plus qui est légitime pour dire quoi que ce soit sur la question de l'islam. Et en même temps, la laïcité ne prend pas, je dirais, sa part en tant que, je dirais qu'il y a du théologique dans le politique. Et il y a du politique dans le théologique. Et donc c'est très important d'essayer de retrouver un équilibre. Et ensuite, nous avons eu des lieux de crispation, notamment à travers les caricatures. Les caricatures où on parle de l'idée du blasphème, la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est touché dans le cadre du blasphème? Est-ce que ce qui est véritablement touché, c'est la figure du Christ ou la figure, je dirais, du prophète de l'islam ou de Dieu? Ou est-ce que on a affaire plutôt à de l'identitaire? Et ce qu'on voit, ce qui est touché fondamentalement, c'est l'identité des individus. Parce que si la figure du prophète est aussi sacrée, un des saints ne devrait pas pouvoir la désacraliser. Ça, c'est un problème. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu et le prophète, nous n'y avons pas accès. Nous y avons accès à travers des médiations culturelles, sociales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'entre ce qu'est Dieu et ce que nous disons de Dieu, ce n'est pas la même chose. Nous avons des représentations du prophète de l'islam qui sont le produit d'une construction sociale historique où chacun dans sa tête se construit la figure du prophète. Et cette construction, nous pensons que c'est l'essence de ce qu'est le prophète. Et donc, la critique, elle est absolument nécessaire dans les religions à partir du moment où on prend conscience qu'entre ce qu'est Dieu et dans son essence et ce que nous disons, il y a une distance. Et cette distance, elle est nécessaire. Et c'est pour ça que la caricature doit être un outil théologique pour que les croyants ne sacralisent pas les représentations qu'ils ont du prophète ou de Dieu. Vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le religieux doit amener le meilleur aujourd'hui dans l'espace public, qui est celle de la bonté, celle de créer du lien. Or, aujourd'hui, le religieux qui est en train de s'exprimer dans l'espace public est un religieux très pauvre. C'est un religieux identitaire. C'est pas je dirais, c'est pas un religieux au sens de l'éthique, comme le dit Paul Ricoeur, une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est-à-dire que le religieux doit à la fois prendre l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions. On est toujours dans l'idée d'un triangle. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à prendre en compte. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un héritier? Puisque tout à l'heure, je disais que pour vivre ensemble, il faut être capable de se donner en gage. L'engagement, c'est être capable de se donner en gage, être capable je dirais, d'avoir confiance dans l'avenir. Et la question, c'est quelles promesses nous sommes capables de nous donner les uns et les autres. Et qu'est-ce que c'est qu'un véritable héritier? Un véritable héritier n'est pas quelqu'un qui reproduit la même chose à travers des siècles. Ça, ce n'est pas un héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui est capable de prendre en charge tout le patrimoine de la tradition et d'entrer en rupture pour l'emmener ailleurs. Parce qu'un véritable héritier, c'est quelqu'un qui est créatif. Et la question qu'on peut se poser aux musulmans, c'est êtes-vous suffisamment créatif par rapport au patrimoine sur lequel vous êtes assis? Et je vous remercie.
Vous nous donnez à réfléchir pour tout à l'heure, quand on va renouveler la promesse. Dans le scoutisme, on utilise parfois un oxymore. Quand on en rencontre certains de trop de traditionalistes, qui est de leur répéter que la tradition, c'est l'innovation, notamment en termes éducatifs. Daniel Mérian, vous avez ému les Français en quelques minutes à travers une interview passée sur BFM TV. Et finalement, vous avez démontré que la fraternité était subversive. Et vous nous avez promis de fraterniser, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire ici. Et on vous remercie très chaleureusement d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce vivre ensemble? Vous qui êtes non seulement avocate, vous êtes juriste, mais vous êtes aussi depuis très longtemps une militante des droits de l'homme. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très honorée d'avoir été invitée à cette journée anniversaire, très heureuse d'avoir entendu ici et maintenant des hommes et des femmes d'exception, à commencer par Latifa, dont le travail sur le terrain, à l'école et en prison est exceptionnel grâce à son génie du pardon. Voilà, je suis donc très heureuse d'être ici. Maintenant, je vous réponds. Le vivre ensemble, c'est vrai que, bien sûr, j'étais absolument furieuse contre les tueurs et tellement heureuse de trouver parmi les fleurs 2 exemplaires de Paris est une fête d'Hemingway. Je me suis dit, mais c'est formidable, c'est la réponse à Daesh, c'est la culture, c'est les arts. Et puis depuis ce buzz, cette aventure qui m'arrive, j'aurais été ravie de continuer à vivre totalement inconnue. Je me dis aussi que de cette tragédie, il naît, me semble-t-il, une vague de fraternité. Parce que j'ai également été surprise que le jeune musulman qui a pensé à cette idée des fleurs pour Daniel, parce que quand il était petit, il y avait une vieille chrétienne, moi je suis une vieille chrétienne, qui l'avait aidé ainsi que ses frères et sœurs à faire ses devoirs. Et alors il voulait m'offrir des fleurs et il pensait recevoir 200 € pour un beau bouquet. Et puis finalement, il y a eu 1824 donateurs, ça a atteint 16 130 €, ce qui m'a permis donc de faire virer des sommes à mes 4 associations et à commencer par la première, dont je ne suis pas membre, l'association des victimes du terrorisme, bien entendu. Et j'ai reçu tellement de lettres, de tweets, de Facebook, extrêmement émouvants. Mais je dirais aussi que le premier mail que j'ai reçu, il était désespérant. C'était une jeune Française, musulmane donc, qui me disait « Madame, le samedi matin de la nuit d'horreur, je pensais que je n'avais plus ma place en France, une Française, et qu'il fallait que je quitte la France. Et grâce à vos mots, je me sens française. J'ai trouvé effroyable qu'une Française ne se sente pas française. » Et bien sûr, ma première réaction, c'est pour ça que j'ai dit ce que vous venez de marquer, là, ce que j'ai dit en 28 secondes, j'ai pensé, bien entendu, comme c'est au nom d'Allah que les nihilistes ont tué 130 personnes, on va immédiatement prendre comme bouc émissaire nos amis musulmans. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait fraterniser. Je crois vraiment qu'il y a un mouvement, qu'il y a un beau mouvement de fraternisation. Et je veux vous dire aussi que j'ai toujours été un défenseur des droits humains. Ça, c'est grâce à mes parents, parce que je suis née dans le 5e arrondissement de Paris, dans une famille de lettrés, mais où on préférait les garçons aux filles. Donc, j'ai combattu pour les droits des femmes depuis ma toute petite enfance. Et j'ai connu toute l'évolution du droit des femmes en France. On peut dire que l'égalité qui était 0 en 1938, je suis née dans le système d'esclavage de l'incapacité juridique de la femme mariée, il y a eu du progrès. Bon. Mais je sais pourquoi j'ai envie de lutter. Et il se trouve que dans mes engagements,
je suis depuis 2 ans présidente, je suis la seule blanche et la seule catho d'une petite association de musulmanes et je n'arrivais pas à parler de mon association qui n'intéressait personne grâce au buzz. Maintenant, j'en parle tous les jours et avec vous tout de suite. C'est quoi cette association? Ce sont des réfugiées africaines. Elles sont toutes musulmanes. Elles ont fui 2 crimes, l'excision et le viol conjugal, puisqu'on les mariait enfants de force à des vieillards qui les violaient chaque nuit. Donc elles ont choisi la liberté. Et au matin de la nuit d'horreur, l'une d'elles me téléphone en me disant « Madame Mérian, il faut que nous remercions la France ». Je lui dis « C'est une bonne idée, je vais faire une lettre au président de la République et à notre prochaine réunion, vous allez la signer toute, ce que nous avons fait ». Ces jeunes femmes qui commencent, comme tous les demandeurs d'asile, par coucher dans la rue avant d'avoir la chance d'avoir une chambre en CADA, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent « La France, c'est la terre de la liberté. Nous avons découvert la liberté en France. » Et ce qui m'émeut, moi qui suis une grand-mère, avec ces jeunes femmes qui ont tout l'âge d'être mes petites filles, ce qui m'émeut, c'est que c'est la première génération de femmes africaines qui se révoltent contre la tradition, qui sont en rupture avec la tradition. Alors je dis avec elles, femmes de tous les pays, révoltez-vous contre la domination masculine. Samuel, depuis hier, ça fait 7 ans que tu t'occupes de coexistence. Ça a commencé à 16 ans. Mais tu étais chez les scouts à cette époque-là. Exactement. Est-ce que tu peux vous connaissez Coexister, Radia Bakouche nous a parlé déjà de Coexister ce matin, la présidente actuelle qui a succédé à Samuel. Tu peux nous dire, Samuel, ce que tu entends par coexistence active? Ça fait 2 semaines que je réfléchis à vivre ensemble, mais Non, mais tu vas nous le dire. Je vais associer les deux. Tu vas associer les deux. Je vais associer les deux. Effectivement, Coexister fêtait hier son 7e anniversaire. Est-ce que c'est l'âge de raison? On verra l'année qui arrive. Et donc, joyeux anniversaire encore aux Scouts musulmans de France. Félicitations à vous tous. Merci pour votre amitié depuis quelques années. J'ai un très bon souvenir avec vous. Une anecdote que je voulais vous partager, c'est dans les montagnes du Vercors, où vous aviez invité avec le groupe Scouts musulmans de Grenoble, le groupe Coexister Grenoble, qui m'avait aussi invité à participer à 2 jours de camp. Et j'avais vécu un très grand moment de fraternité avec les scouts musulmans. La fraternité, puisque tout le monde en parle, comment la définir? La fraternité, j'étais pendant 10 jours au Maroc, d'où je reviens. J'ai pu visiter la maison de Denise Masson, vous savez, cette grande islamologue qui a traduit le Coran en français. C'est un lieu qui est très touchant, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, qui a été récupéré par l'Institut français de Marrakech, et qui est vide. Il est preneur de projets. S'il y en a qui ne savent pas quoi faire, c'est un lieu qui pourrait être exploité pour cela, puisque j'ai découvert aussi que Denise Masson avait travaillé toute sa vie pour la coexistence des religions au Maroc et en France. La fraternité, c'est quand 2 personnes qui ne se connaissent pas dans les rues de Marrakech ou Maroc s'interpellent en se tutoyant et se demandent le chemin et font le chemin ensemble et vous déposent à l'aéroport en scooter. Et je pense que cette fraternité, justement, c'est le lien invisible entre des personnes qui se considèrent frères et sœurs alors qu'elles ne se sont pas choisies. Puisque un frère et une sœur, par définition, à la différence d'un ami, on ne l'a pas choisi. Et dans un pays comme le Maroc, peut-être bientôt dans un pays comme la France, j'ai vraiment senti très fort cette fraternité naturelle vis-à-vis de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas choisis, mais qui, parce qu'ils partagent les mêmes idées de nation, sont frères. Et c'est ça pour moi la notion de fraternité, qu'on traduit après, je vais revenir dessus, par coexistence active, c'est comment est-ce qu'on accepte que celui qu'on n'a pas choisi, parce que le concitoyen qui est le mien, le concitoyen musulman, le concitoyen juif, le concitoyen athée, chrétien, que sais-je, est mon frère. La fraternité s'incarne pour nous, pour moi, dans la coexistence active par une notion clé que beaucoup ont déjà utilisée depuis le début du colloque, qui est celle du faire ensemble. Comment est-ce que du vivre ensemble, on passe du faire ensemble? Pourquoi est-ce que c'est au verbe faire qu'on associe la notion de ensemble? Pour permettre au verbe croire et au verbe être d'être différents. Je suis différent, je crois différemment que toi, mais par contre je veux faire avec toi. Et c'est là que c'est très important, c'est que le faire ensemble permet justement une sorte de libéralisme de l'être, une sorte de libéralisme du croire, laisser être chacun ce qu'il veut, je suis ce que je veux, qui je veux, mais par contre je veux faire quelque chose avec toi dans la différence que j'ai par rapport à ma foi ou par rapport à mon identité, dans comment ce que je me définis en je suis ou en je crois. Parmi les enjeux pour se faire ensemble, j'essaie d'en distinguer 3 principaux dans l'année 2016 qui commence, qui est déjà riche depuis les 16 jours de cette année, déjà pleine de peine, mais aussi de joie, d'optimisme, d'espérance, on espère quand même.
Je les prendrai dans cet ordre-là. D'abord, un enjeu d'anticipation qui est lié à l'éducation. Un enjeu de guérison, je dirais, je vous expliquerai pourquoi, qui est lié à la mémoire et à la lutte contre les racismes. Et un enjeu de perspective d'avenir qui est lié à la laïcité. Par rapport à l'anticipation, le premier enjeu du vivre ensemble, c'est comment est-ce que notre école, comment notre éducation nationale, mais aussi l'éducation populaire, contribue à créer du lien entre des citoyens qui sont différents. Et peut-être que cela passe parce que le gouvernement appelle depuis plusieurs semaines le renforcement de l'enseignement laïque du fait religieux, et c'est pour moi, tout à fait prioritaire, puisque vous avez parlé de l'analphabétisation vis-à-vis de religion. Je pense qu'on peut parler aussi du choc des ignorances, c'est un terme qui revient souvent. Comment est-ce que les élèves de l'école de la République sortent bacheliers avec une connaissance zéro sur l'un des enjeux les plus importants de l'humanité et du monde aujourd'hui au XXIe siècle, qui est la connaissance de la religion? Est-ce que ce fait religieux va simplement rester quelques disciplines, quelques notions évoquées dans les cours d'histoire ou de philosophie, ou est-ce qu'on va un jour avoir le courage de faire comme nos voisins, allemands, anglais, et d'y consacrer une discipline par le biais des philosophies ou des spiritualités? La deuxième question, c'est celle des mémoires et celle des racismes. On le voit en ce moment avec l'affaire de la kippa à Marseille. Beaucoup de nos concitoyens subissent un racisme parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont musulmans, parfois parce qu'ils sont autre chose, et sont attaqués. Derrière le débat qui est parfois inutile autour des termes antisémitisme, islamophobie, se pose véritablement la question de l'égalité de traitement de chaque citoyen. Et sur les réseaux sociaux, depuis 2 jours, tout le monde se pose la question de est-ce qu'on réagit de la même façon en fonction des différentes attaques? Et même si je n'ai pas personnellement la réponse, je pense que le gouvernement, la société civile, a un devoir pour empêcher justement cette concurrence victimaire. Empêcher qu'on rentre dans un débat de « Ah, mais pour moi, vous n'aviez pas fait ça, pour eux, vous l'avez fait, et moi, je n'ai pas eu le droit à cette politique publique, et moi, je n'ai pas le droit à cette notion. » Et pour casser cette concurrence victimaire ou concurrence des mémoires, la seule solution, c'est le dialogue. Le dialogue des mémoires, le dialogue des racismes, pour que chacun puisse exprimer sa souffrance. Et c'est l'une des actions que nous proposons dans Coexister, dans ces espaces de dialogue. Chacun peut témoigner de comment est-ce qu'il est victime de rejet, parfois, en tant que juif ou en tant que musulman. Et on quitte la concurrence victimaire entre antisémitisme et islamophobie. On rentre dans un dialogue, chacun partage sa souffrance. Comment est-ce que le dialogue des mémoires peut aussi passer par des visites, la même année, de lieux de mémoire aussi importants que sont Auschwitz ou Srebrenica? Mais pas l'un sans l'autre. Puisque quand on oublie la mémoire d'une partie tout entière de la population française, forcément, on crée derrière des frustrations. Et puis, le troisième enjeu au niveau macro, au niveau de la société, celui pour l'avenir, c'est quelle vision, quelle image a-t-on concrètement de la laïcité et du principe de laïcité en France? Au vu des attaques, vous avez peut-être suivi certains d'entre vous la semaine dernière, et je redis toute ma solidarité et toute mon estime pour le travail de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne, au vu des attaques dont ils ont été les victimes. Depuis 10 jours, la véritable question se pose, quelle conception avons-nous collectivement en tant que nation de la laïcité? Comment est-ce que nous la voyons? Est-ce que nous voulons rester au principe fondateur de son intuition d'origine, d'Aristide Briand? Est-ce que nous voulons être dans cette belle tradition initiée par Ferry, par Jaurès, par Aristide Briand, j'ai déjà dit? Ou est-ce que nous voulons réinventer cette laïcité pour lui donner une forme plus contraignante, moins libérale, plus oppressante? Et derrière tout ce débat de la laïcité se pose la question, je pense, de la confusion sur les termes. Est-ce que parfois on ne confond pas unité avec uniformité? Est-ce qu'on ne confond pas diversité avec division? Je veux dire par là, quand on a peur de la diversité, est-ce qu'au fond, ce n'est pas de la division qu'on a peur? Et quand on promeut l'uniformité comme solution miracle à tous les problèmes, soyons tous identiques, soyons tous les mêmes, est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'uniformité que nous ne voulons pas promouvoir, mais l'unité que nous cherchons vraiment à construire? Cette double confusion entre unité et uniformité, et diversité et division, crée beaucoup de problèmes jusque dans la compréhension du texte de loi de 1905 sur la laïcité. Enfin, pour conclure, le troisième enjeu du vivre ensemble, après la question du lien, la question des trois priorités, la question de la pédagogie. Comment est-ce que les mouvements, en particulier les mouvements de jeunesse, construisent une pédagogie, une proposition qui permettent de faire l'expérience concrète de ce vivre ensemble? Alors on est dans le scoutisme, Richard, tu l'as dit, j'ai été scout pendant 8 ans avant de devoir quitter pour me consacrer à la fondation de Coexister. Dans le scoutisme, notamment, quelque chose que j'ai vécu d'extrêmement fort, c'était au Jamboree mondial du scoutisme pour le 100e anniversaire, avec le renouvellement de la promesse aussi en 2007. Et à ce Jamboree mondial étaient présents 50 000 scouts de religions extrêmement variées, de cultures extrêmement variées, de langues très diverses, mais ils avaient tous un foulard, tous une chemise, ils étaient tous respectueux des valeurs de Baden-Powell. Cette question de l'unité et de la diversité, c'est peut-être la réponse pédagogique du mouvement scout, du scoutisme français en France et des 5 associations.
avec Coexister, ce sera le mot de la fin pour moi, notre proposition pédagogique pour contribuer à cette création de lien entre les jeunes est la suivante. 3 temps, 3 approches. Dialoguer pour mieux se connaître, vivre l'expérience de la solidarité pour faire ensemble et agir ensemble, et sensibiliser dans les classes, dans les prisons, dans tous les milieux pour déconstruire les préjugés et lutter contre le racisme. En toile de fond de ces 3 actions que sont celles de Coexister et de notre proposition pédagogique, se pose vraiment la question de notre capacité à réconcilier des choses qui sont vécues comme des paradoxes et des contradictions, mais qui en fait n'en sont pas. L'identité et l'altérité, l'unité et la diversité, le commun et le singulier, les ressemblances et les différences. Je vous remercie. C'est riche tout ça. Hein. Alors, je vous propose qu'on aille vers la salle pour une quinzaine de minutes avec des questions et des réponses. Je vois que Jamel a très envie de parler, de poser une question. Et puis ensuite Antoine ici. Et il y aura une autre question là. Je vais peut-être me lever, non ? Si tu veux. Ok, bon, bah, très bien. J'avais déjà un peu anticipé la table en parlant de laïcité. Je m'adresse à Monsieur Bianco. Vous avez parlé de la laïcité et la liberté qu'elle représente. Et comme vous, et comme je pense toute la salle, nous faisons nôtre la conception libérale de la laïcité d'un Aristide Briand. Mais, et là je vais paraphraser mon ami Rachid Benzine, qui aime bien, c'est l'une de ses citations favorites, on fait de l'histoire pour ne pas se raconter des histoires et pour ne pas faire des histoires. Donc en 1905, la France ne s'arrêtait pas qu'aux frontières métropolitaines. C'est un empire colonial, une puissance musulmane. Et la laïcité, en 1905 jusqu'en 1962, elle ne s'est pas appliquée en Algérie, territoire français. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vis-à-vis de la laïcité, il y a parfois une tendance, je ne dis pas de tous, mais une tendance parfois, quand il s'agit de l'islam et des musulmans, d'être moins regardant, d'avoir un espèce de 2 poids 2 mesures. Et on se rend compte, et d'ailleurs même de 1905 jusqu'à 1962, l'association des oulémas en Algérie, qui n'étaient pas considérés comme les plus modérés par la France, demandait la simple application de la loi 1905. C'est-à-dire que les musulmans, dans un département français qui était l'Algérie, la gestion libre du culte musulman. Maintenant, si je fais ce rappel historique, c'est pour rappeler aujourd'hui que le culte musulman, le CFCM, qui est créé depuis 12 ans, je vais me faire un petit peu le porte-parole de beaucoup de citoyens et résidents de confession musulmane, où on a l'impression qu'il y a, tu parlais de confiance tout à l'heure, qu'il n'y a pas totalement cette confiance, et que vis-à-vis des autres cultes, il y a une confiance de l'État qui reste dans une position de neutralité, mais vis-à-vis de l'islam, on sent, et c'est de l'ordre du ressenti, qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'organisation de l'islam de France. Et ça me pousse à poser la question à Anouar sur le CFCM. Je connais ton intention et celle de ton équipe de vouloir vraiment faire du CFCM, de prendre en compte les critiques de ces 10 dernières années et, durant ces 2 années, d'essayer vraiment d'impulser une vraie dynamique. Il y a eu le manifeste citoyen, il y a eu l'ouverture des mosquées. Même s'il y avait des choses à dire, ça va dans le bon sens. Moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que le Conseil français du culte musulman, vis-à-vis des mosquées, il y a un vrai problème dans les mosquées. J'ai à un moment donné, où est la gestion transparente des comptes dans les mosquées? Où est la diversité dans les mosquées? Où sont les femmes? Puisqu'on parlait des femmes. Où sont les jeunes? À un moment donné, si on veut être représentatif, le CFCM doit prendre en compte, et je sais que tu le prends en compte, mais c'est important de le rappeler aujourd'hui, qu'il faut à un moment donné prendre en compte ce que les musulmans ressentent dans leur propre lieu de culte. C'est quelque chose de fondamental. Et j'espère, je fais le vœu ici, et j'espère qu'on va partager ce vœu ensemble à Noir, c'est que les mosquées cheminent vers cet idéal, l'idéal de la tradition prophétique, c'est-à-dire de faire de la mosquée un espace spirituel, un espace culturel d'éducation et un espace intellectuel.
Sur la loi de 1905 et l'Algérie, Jamel fait référence à l'ancien article 43 de la loi, donc qui créait un phénomène d'exception finalement vis-à-vis de l'Algérie, certainement en relation avec le statut de l'indigène à l'époque. Très intéressant à aller voir, et j'ai écrit un article sur le sujet que vous trouverez sur mon blog sur Mediapart. Parce qu'en fait, j'ai été très choqué de découvrir ça, et je me demande s'il n'y a pas un inconscient collectif, en fait, à cause de cette question. On avait promis qu'on poserait la question. Elle est posée. Président, si vous voulez y répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'inconscient, le semi-conscient, le préjugé, les mémoires qui expliquent une partie des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais il me semble qu'il faut toujours se rattacher aux principes, aux règles, au texte de la loi telle qu'elle est aujourd'hui, à l'esprit de cette loi. Et que la réponse est simple. Il n'y a pas des laïcités à deux vitesses. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est le principe d'égalité qui prévaut. Les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la République, sont égaux devant la laïcité, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient musulmans ou pas. Et c'est ce principe-là qu'il faut réaffirmer avec beaucoup de calme. Chaque religion, chaque conviction a ses problèmes, ses difficultés, qui pour une part doivent être réglés par les croyants eux-mêmes, ne peuvent pas être réglés à la place des croyants par les autres. Mais l'attitude que doit avoir un citoyen face à ses concitoyens, c'est de respecter les démarches des uns et des autres, c'est de les comprendre et c'est de les favoriser. Par rapport à l'interpellation concernant le CFCM et la relation vis-à-vis des mosquées, bien sûr, effectivement, le CFCM et les CRCM, les conseils régionaux du culte musulman, sont des unions ou des fédérations de mosquées, puisque l'ensemble des mosquées, en fait, participent aux élections et à la représentation du culte musulman au niveau régional et au niveau national. La première remarque, c'est qu'à la constitution du CFCM, il y avait une règle importante, un garde-fou qui a été posé dès le départ, qu'il faut juste rappeler, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, mais que la gestion des mosquées restait, je dirais, de la responsabilité de la mosquée elle-même. C'est-à-dire que le CFCM et les CRCM n'avaient pas à s'immiscer, entre guillemets, dans la gestion des mosquées. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'était important au moment de la création du CFCM pour ne pas dire on va vous mettre un clergé ou une institution qui va tout gérer, même à l'intérieur même des mosquées. Une fois qu'on a rappelé cette règle qui a, je dirais, été présente au moment de la constitution du CFCM et des CRCM, ceci n'interdit pas, bien au contraire, au CFCM de s'intéresser à la gestion des mosquées et à essayer de faire évoluer cette gestion. Il faut savoir que historiquement, puisque Rachid Benzine aime bien évoquer l'histoire, que les mosquées, la plupart des mosquées ont été construites par des musulmans de première génération, entre guillemets, comme on dit, et que c'était de grands bâtisseurs, ce ne sont pas forcément de très bons gestionnaires. Et aujourd'hui, une mosquée, et là, c'est comme une entreprise, et elle a de la gestion de ressources humaines, elle a de l'organisation, surtout que si elle fait de l'apprentissage de la langue arabe ou de la religion, elle a une école à gérer. Elle a parfois un chantier à gérer quand il y a des travaux d'extension et autres. Elle a également une gestion financière, une comptabilité à mettre en place parce qu'il y a le don des fidèles, il y a un certain nombre d'aides qui sont reçues parfois en dehors de la mosquée. Donc il y a plusieurs facettes sur lesquelles les responsables de mosquées, le président de l'association, le secrétaire, le trésorier doivent évoluer pour assurer justement cette transparence dans la gestion des mosquées. Et le CFCM compte, et ça on n'en a pas encore jusqu'à maintenant parlé au niveau médiatique ou public, mais le CFCM va mettre en place des formations pour les cadres ou les responsables de mosquées pour justement aller vers le sens de l'amélioration de cette gestion interne et leur donner les outils justement pour pouvoir gérer une mosquée proprement. Maintenant, par rapport à la question de la diversité, le CFCM, il est en train de donner l'exemple, puisque dès le départ, au mois de juillet, nous avons établi une feuille de route de ces deux mandats de juin 2015 à juin 2017 de la direction actuelle du CFCM. Et là-dedans, il y a 3 ouvertures que nous avons mis noir sur blanc. La première ouverture, c'est l'ouverture du CFCM envers les jeunes. Il y a très peu de jeunes au sein du CFCM et des CRCM. Et la première rencontre a eu lieu le 12 novembre. Malheureusement, c'était la veille des attentats tragiques du 13.
Mais on a conclu et convenu avec ces jeunes de nous revoir tous les 2 mois pour avancer sur cette réflexion sur comment associer les jeunes dans la représentation du culte et même dans la gestion du culte, notamment au sein des mosquées. La deuxième ouverture, c'est l'ouverture envers les femmes. Et là, il y aura une première réunion d'une instance de dialogue dédiée aux femmes qui va se réunir demain, c'est samedi 16 janvier. Et donc, ça sera une première au niveau du CFCM. Et la troisième ouverture que nous voulons faire, c'est envers ce qu'on appelle les convertis. Donc, c'est entre guillemets les Français de souche qui sont devenus musulmans. Et là aussi, il y a peut-être un accompagnement à faire, un échange à faire, parce qu'ils peuvent avoir une approche peut-être pertinente, différente de ce que peuvent avoir, entre guillemets, certains blédards, donc les musulmans issus des pays d'origine, et j'en fais partie, donc je peux en parler en toute quiétude et en toute sérénité. Et donc ces 3 ouvertures, nous sommes en train de les faire, et nous voulons donner l'exemple au niveau national, mais nous inciterons les mosquées et les associations cultuelles à le faire, justement pour intégrer cette notion de transparence et de diversité dans les mosquées. Merci, Monsieur le Président. Antoine avait une question. Alors, merci beaucoup pour vos interventions passionnantes. Alors moi, je voulais revenir sur le vivre ensemble. Donc, comme on l'a dit au début, effectivement, dans la société, il y a des gens qui sont contre le vivre ensemble. Donc, et nous, enfin, on va dire les penseurs qui sont pour le vivre ensemble, où on en est dans la construction d'un contre-discours qui soit capable de rivaliser avec les discours extrémistes, que ce soit par exemple le Front National qui marche très bien, on l'a vu aux dernières élections, que ce soit les courants radicaux tendance salafiste du côté des musulmans. En fait, Front National et salafistes, c'est exactement la même vision du monde, c'est une vision découpée où les humains se divisent voilà, enfin, qui ne sont pas du tout ensemble. C'est contraire à ce que nous on défend, notre vision contraire à notre vision d'une humanité unique, quoi, et indivisible, une indivisible. Donc, voilà, où on en est, nous, penseurs qui contre ces pensées extrémistes, dans notre construction du contre-discours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge, qui soit aussi simple et aussi efficace que leur discours à eux? La deuxième chose qui est très importante, une fois qu'on a construit un petit peu ce contre-discours, où on en est dans la communication de ce discours-là. Et là, je vais juste dire quelque chose que je trouve très dommage. Est-ce qu'on est sûr que les débats qui ont eu lieu depuis ce matin, qui sont d'une importance fondamentale, qui sont complètement dans l'actualité, qui proposent une solution, qui vont à contre-courant de ce que, tout à l'heure, on a critiqué beaucoup les médias, de ce que les médias de masse proposent comme image, où on en est dans la diffusion de ces interventions de ce matin. Donc aujourd'hui, la communication passe surtout par Internet, par entre autres YouTube, pour ce que je connais et ce que je pratique. Les partis extrémistes, d'un côté ou de l'autre, l'ont très bien compris. Ils ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers de vues. Où on en est, nous, dans notre discours, dans la communication de notre discours? Est-ce qu'on est capable d'avoir autant de vues? Est-ce qu'on utilise déjà? Est-ce que les conférences qu'on a faites ce matin, est-ce qu'elles vont être retranscrites sur YouTube? Parce que là, si on ne fait pas partie des 100 personnes qui sont dans la salle, je parle même de ceux qui font le staff qui travaille, ils passent à côté de ça. Donc, est-ce qu'on a prévu, voilà, quoi comme contre-discours et comment le communiquer? Où est-ce qu'on en est? Merci beaucoup. Alors, pour te rassurer, Antoine, tout est filmé. Et donc, une fois qu'on aura l'autorisation de tous les participants, on verra comment on peut effectivement mettre ça en ligne. On va regretter que notre ami Mohamed Chirani ne soit pas là cet après-midi. Il est retenu par ses cours. Il suit un MBA. Pour ceux qui le connaissent, je sais, Président, que vous avez eu à le trouver sur le plateau d'ITélé un soir d'une façon surprenante. Mohamed a commencé de faire du travail de contre-discours et il nous en parlera certainement la prochaine fois que nous le rencontrons. Mais Rachid Benzine a certainement quelques idées sur le sujet. Je vais vous parler du contre-discours, en tout cas à partir de la matrice islamique. Le contre-discours est très difficile. Et le contre-discours est très difficile à produire dans la mesure où, Daesh et nos chers savants musulmans ont le même rapport au texte. C'est le même paradigme. Simplement,
les gens de Daesh vont chercher des éléments de la tradition que les autres ne vont pas chercher. Et voilà la problématique sur laquelle nous sommes. C'est-à-dire que face à un verset, d'autres vont chercher un autre verset. Face à un hadith, d'autres vont chercher d'autres hadiths. Et donc ça, ce n'est pas du tout opératoire. Sur le vivre ensemble, je pense qu'il y a des propositions comme celle-ci, comme ce que font les scouts. C'est assez intéressant parce que je revois certains que j'ai connus il y a une vingtaine d'années à Trappes lorsque nous avions fait une rencontre avec le cher qui est là et sœur Emmanuel. Et donc, le fait qu'ils soient encore là, ça montre qu'il y a une vraie volonté, je dirais, de vivre ensemble et de marquer des choses. Maintenant, la question du discours religieux face à Daesh, elle est très difficile à avoir parce que Daesh manipule des symboles, manipule une mémoire collective, et les gens de Daesh, ce ne sont pas simplement des fous, ce sont aussi des théologiens. Et donc, il faut arrêter de dire que ce n'est pas... C'est pour ça que dire que ce n'est pas de l'islam, si, c'est une forme d'islam qui n'est peut-être pas la nôtre, celle que nous développons, mais c'est aussi une forme d'islam. Et tant que nous n'arriverons pas à poser un véritable diagnostic à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous donner simplement ce qui s'est passé. Le Mufti d'Al-Azhar, vis-à-vis de Daesh, lorsqu'ils ont commencé à crucifier des gens, et il a dit ce n'est pas l'islam. Et dans un autre discours, il a utilisé le même verset qu'utilise Daesh pour les contrer. Et là, on se dit il y a un véritable problème. Le discours religieux manque de profondeur historique. Et je ne pense pas qu'en face à une idéologie qui est en train de dériver, on puisse proposer une autre idéologie. Il faut faire de l'histoire. Il faut faire de l'anthropologie. C'est un travail qui est très long et que nous refusons absolument de faire parce qu'il est très long. Et ça, c'est aussi de la responsabilité de la République de ne pas avoir mis suffisamment de moyens pour des approches historiques de l'islam, puisque à l'université, nous avons de très bons politologues, nous avons de très bons sociologues, mais nous avons de très bons politologues qui ne maîtrisent même pas l'arabe. Donc comment voulez-vous travailler sur un discours religieux qui amène des gens du monde entier, qui s'appuie sur des imaginaires, qui s'appuie sur des mythes lorsque nous ne maîtrisons même pas les sources? Et lorsque les gens qui les maîtrisent, ils leur répondent de la même manière à partir du même paradigme. C'est une véritable crise. Maintenant, face au Front National, le discours rationnel ne fonctionne pas. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous pouvez apporter tout ce que vous voulez, c'est très bien d'un point de vue empirique, mais c'est insuffisant. Parce que ce n'est pas sur ce donné-là que les choses se passent. Je vous donne simplement un exemple. Il y a 2 ans, Marine Le Pen, face à un sociologue, démographe et face à un politologue, ils sont arrivés avec des chiffres sur l'immigration, sur ce que cela coûte réellement, etc. Donc on se dit, là, la raison, elle fait son travail. Et vous savez ce qu'elle leur a répondu? Mais ce n'est pas ce que voient les Français. Et c'était terminé. C'était terminé. Le travail empirique, statistique, il est important. Mais il faut partir du principe qu'il sera insuffisant. Pourquoi? Parce qu'en face, vous avez des mythes. Vous connaissez la force d'un mythe? Le mythe, ce n'est pas simplement du baratin. Le mythe, c'est un récit qui puise dans une mémoire et qui est encore actif. Comme le mythe de l'Hégire, le Hijra. Même si le prophète a été expulsé et que ce n'est pas une Hijra. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais la force d'un mythe, du Front National qui puise dans la mémoire collective française. La question est, est-ce que les politiques sont capables de nous proposer un autre mythe en face? C'est ce que disait Spinoza. Face à une passion, pour contrer une passion, il faut être une autre passion. Quelle est la passion française qu'on est capable de mettre en avant? Nous n'en avons pas. On a évoqué dans la table ronde précédente la question du roman national et la façon dont on le refabriquait. C'était aussi une partie de la discussion ce matin. On ne va pas reprendre cette discussion, mais je pense qu'on peut la voir, comment on peut boucler effectivement ces problématiques. Ce n'est pas une question de savoir si on a la réponse. La question, c'est est-ce que nous posons les bonnes questions? Moi, je n'ai pas de réponse à vous proposer. Mais ce que je vois, c'est les utilisations des textes, comment on répond, et comment, depuis 30 ans, nous sommes face à des impasses. Et donc, soit nous acceptons de revoir notre méthodologie de manière radicale, parce qu'être héritier, vous le disiez tout à l'heure, c'est être capable de rentrer en rupture.
Est-ce que nous sommes capables de rentrer en rupture? C'est la représentation que nous avons. Est-ce que nous sommes capables de rentrer en rupture d'un point de vue méthodologique sur nos conceptions? Et parce que sinon, ce vivre ensemble, on voit aujourd'hui que le tissu social est en train de se déchirer et que face au discours, je dirais, salafiste de rupture, nous n'avons rien. Mis à part de dire qu'ils comprennent mal l'islam, oui, ils ont une certaine conception de l'islam qui existe. Hein. Je ne vais pas dire que ce sont pas... c'est comme les gens qui sont passés à l'acte, je ne vais pas dire non plus que ce ne sont pas des musulmans. Ils sont passés à l'acte au nom de Dieu. Ils ne sont pas passés à l'acte au nom des coquelicots. Non, mais c'est très important, je dirais, de prendre au sérieux ce qui est en train de nous arriver et de ne pas être dans le déni. Parce que être dans le déni, ça finit par nous rattraper. Et il faut savoir aussi que, de ce que j'entends, les Français, ils en ont marre du religieux. Il faut aussi qu'on soit capable de l'entendre d'une certaine expression du religieux. Et donc, du coup, on a une société qui s'est construite contre le religieux et qui a du mal à avoir cette visibilité religieuse que nous avons. Donc il faut être attentif à ce qui est en train de se dérouler. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que M. Bibèche souhaite réagir, ainsi que Samuel. Samuel, tu avais demandé la parole précédemment. Oui, sur le contre-discours, je voulais juste partager qu'effectivement, le sujet est très difficile. Je partage beaucoup du pessimisme de M. Benzine, avec quand même Non, mais pessimisme au sens... la question... Vous êtes optimiste sur le reste des sujets, mais sur celui du contre-discours, là, c'est... Vis-à-vis du contre-discours, deux choses. Pour le vivre ensemble, la question principale, avant d'être peut-on vivre ensemble ou comment vivre ensemble, et veut-on vivre ensemble? Et ceux qui répondent non doivent en assumer la responsabilité. Mais on ne peut pas les convaincre de le vouloir s'ils ont déjà répondu non, puisque le présupposé du vivre ensemble ou de la fraternité, c'est de l'accepter, c'est de le consentir. S'ils n'y consentent pas, on ne pourra pas leur prouver par un contre-discours que c'est mieux pour eux, à moins de leur dire qu'ils seront les premières victimes, éventuellement, de l'exacerbation des tensions et qui pourraient, évidemment... souffrir d'un effet boomerang, mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très percutant pour eux. Le lieu où le contre-discours est efficace, c'est quand il y a des mensonges, en particulier sur la laïcité, on vient de le voir, sur le fait religieux en général, et là, il y a possibilité de produire des contenus. Mais je reste persuadé que face au dialogue, c'est pas le dialogue, enfin, face au discours, c'est pas le discours qui est la solution, précisément, c'est le dialogue, c'est le lien. C'est-à-dire, c'est la rencontre. Aujourd'hui, ce que je vois quotidiennement dans l'un des 30 groupes coexistés, c'est qu'à chaque fois qu'une idée stupide ou foireuse circule sur une religion ou un fait religieux, ou sur le hijab, ou sur la kippa, ou quoi que ce soit, la réaction, c'est que le gamin qui connaît un autre gamin, enfin quand je dis gamin, c'est mon âge, hein, c'est moins de 30 ans, qui connaît un autre gamin d'une religion différente que la sienne, il sort son téléphone, il lui dit « Attends, j'ai entendu ça sur machin, c'est vrai ou pas ?» Et là, il y a une conversation qui s'engage. Et le lien qui se crée à ce moment-là est beaucoup plus puissant qu'une théorie de « Ah ben non, moi j'ai vu que selon tel théologien, c'est pas vrai. » Voilà. Donc je pense que la solution principale vis-à-vis du discours de haine, ça reste encore une fois le lien, donc la fraternité, donc le faire ensemble, bien plus que la production d'un argumentaire pour des personnes qui n'auront ni envie de le lire et ni envie d'y croire. Merci Samuel. Oui, je voudrais juste apporter un complément par rapport à ce qui a été dit sur le contre-discours. Je pense qu'effectivement, par rapport aux racines de la radicalisation, d'une manière générale, qui peut parfois aboutir à la violence, voire au terrorisme, il y a une dimension religieuse, bien sûr. Et il ne faut pas la nier, comme disait Rachid Benzine, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas nier cette dimension religieuse dans la radicalisation, voire le terrorisme, pour pouvoir mieux la combattre. Maintenant, ce n'est pas la seule dimension de cette problématique. Et je crois que c'était Olivier Roy qui disait qu'on assiste aujourd'hui à l'islamisation de la radicalité et non à la radicalisation de l'islam. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'orientent aujourd'hui vers Daesh parce que si aujourd'hui il y avait les brigades rouges ou autres, ils se seraient orientés vers ça pour exprimer un malaise, pour exprimer une haine peut-être de la société, etc. Maintenant, sur la dimension religieuse elle-même, je reviens, parce que je laisse aux politiques, aux économiques et aux sociologues de s'intéresser aux autres dimensions. Sur la dimension religieuse, je suis désolé, mais je pense que l'argumentaire théologique est important dans le contre-discours. Il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Je parlais tout à l'heure des convertis. Il y a beaucoup de convertis aujourd'hui qui rentrent dans l'islam quand on rentre dans un moulin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation de ces convertis jusqu'à ce qu'ils prononcent la shahada, enfin l'attestation de foi. Et une fois qu'ils sont rentrés, ils seront laissés pour compte.
C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui les accompagne, notamment on parlait tout à l'heure des mosquées, etc., pour leur dire c'est quoi l'islam, quelles sont les valeurs de l'islam. Cette dimension d'éducation, d'accompagnement, elle est totalement absente. Et les convertis, ils représentent 50% de ceux qui sont aujourd'hui en Irak et en Syrie. Ces convertis, ce sont des pages blanches. Et le premier qui arrive, il écrit ce qu'il veut sur ces pages, parce qu'ils justement, ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de recul par rapport aux préceptes de la religion musulmane. Et quand ils vont, parce que 90% des cas de radicalisation se font sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas dans les mosquées, quand ils vont dans les réseaux sociaux et qu'ils trouvent une certaine interprétation d'un certain nombre de versets, tout à l'heure Rachid disait, c'est quoi les textes sacrés? Le premier texte sacré chez les musulmans, c'est le Coran. On peut ne pas, je dirais, partager cette vision ou cette conviction, mais les musulmans croient en fait que le Coran, c'est la révélation de Dieu, et donc c'est un texte sacré. Maintenant, ce texte sacré, il a été, comme a dit Rachid Benzine, historiquement, il a été révélé dans un contexte pour répondre à une situation donnée, et ce travail de contextualisation ou de remise en perspective de l'histoire de la révélation de ces versets permettra justement d'avoir la bonne interprétation et la bonne application de ces versets. Aujourd'hui, il faut se savoir, il y a un dévoiement du texte. Je ne peux pas accepter qu'on dise le fait de décapiter, c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam. C'est une mauvaise interprétation, un dévoiement des textes pour justifier des atrocités. Et ça, il faut le dire haut et fort. Ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Anouar, Ne vous énervez pas trop. non, je ne voudrais pas avoir un débat historique et D'autant que nous n'avons pas le temps. D'autant que nous n'avons pas le temps. Oui, alors je vais arrêter là. Mais si vous avez quelque chose qu'on peut comprendre en quelques minutes. Non, il y a deux choses. Sur l'idée de la décapitation, vous la trouvez dans la Sira. Donc, je pense qu'il faut prendre en charge aussi le produit de la Sira. Dans la Sira, il y a de très belles choses, puis il y a aussi d'autres choses. Il ne faut pas être non plus dans le déni. Ensuite, sur la question du... Vous êtes d'accord là-dessus, voilà, hein? non, je suis d'accord. Après, la question du sacré, là, il faut faire la distinction entre je ne vais pas rentrer là-dedans d'un point de vue théologique, entre ce qu'on appelle... Non, on vous promet qu'on fera un autre colloque. Non, mais une autre fois. Vraiment désolé, mais une autre fois, je vous remercie. Je voudrais bien, mais sincèrement, là, nous n'avons pas vraiment le temps. Nous avons pris une vingtaine de minutes de retard, et il y a une autre réunion où plusieurs d'entre nous doivent assister ici même sur un autre sujet qui n'est pas si éloigné, puisqu'il s'agit de la réunion du collectif Nous sommes unis. Je vais donc conclure la première partie de cette troisième table ronde en remerciant tous les participants d'être venus nous rejoindre. Restez avec nous, puisque nous allons, après la deuxième partie de cette troisième table ronde, écouter la synthèse et surtout avoir ce moment un petit peu solennel qui sera le renouvellement de la promesse d'ici 3 quarts d'heure environ. À tout de suite. Merci.